Bon, les gars, je suis éclaté. J'ai eu une semaine absolument incroyable. J'ai beaucoup trop travaillé. J'ai besoin de me détendre. J'ai besoin d'un petit podcast chill, agréable. Et heureusement, je suis avec Mos Payeroum. Comment ça va, Mos? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai cru comprendre que tu avais fait beaucoup la fête parce que tu fais semblant là, oui, j'ai travaillé, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Quel bonimenteur pour essayer de faire croire que c'est lui qui fait tout le boulot dans cette équipe alors qu'en fait c'est moi. Non, j'ai fait hier, j'ai bu un coup effectivement avec un ami pour oublier que ça fait littéralement 4 semaines de suite que je travaille sans avoir de week-end parce qu'en ce moment c'est très chargé ce qui se passe du côté de la chaîne, de la Giberne, etc. Donc c'est le moment où j'ai vraiment besoin de me détendre et je crois qu'aujourd'hui justement nous avons un petit sujet qui se prête plutôt bien à ça. Qu'est-ce que tu en dis, Mos? Eh ben écoute, ouais, alors moi je t'avais proposé qu'on fasse un sujet sur le théâtre parce que on a beaucoup parlé de romans, on a beaucoup parlé même de poésie et le théâtre faisait partie de ces petits terrains qu'on n'a pas trop abordés ou en tout cas pas frontalement. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Donc on va essayer de parler de théâtre, peut-être pas sous toutes ses formes, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais enfin on va essayer quand même. Et puis on va passer un bon moment. Enfin voilà, on va faire un truc un peu sympa. Vous êtes en bonne chill. Vous êtes en bonne compagnie. Vous avez eu nos meilleurs conseils pour aller vous faire draguer dans le parc la semaine dernière. Ouais, ça a été très bien reçu d'ailleurs. Je crois que les gens ont bien aimé cet épisode parce que honnêtement on l'a fait avec vraiment, alors c'est la prime à la zéro préparation. C'est-à-dire qu'en fait on savait même pas le sujet quand on a commencé à se dire tiens on n'enregistrerait pas un podcast. Donc quelque part on a tout gagné et je crois que les gens ont passé un bon moment et merci à tous. Voilà. Ouais, moi j'ai eu un ou deux messages de gens qui se reconnaîtront, qui m'ont dit qu'ils avaient passé un très bon moment, qu'ils s'étaient marrés comme des petits fous en nous écoutant. Donc quelque part c'est ça qui compte. Et puis voilà, on a passé un petit peu de notre passion pour la littérature en même temps, donc c'est super. Est-ce que tu veux nous parler de ces brillantes activités qui ont été faites à la Giberne, puisque apparemment tu as travaillé toute la semaine et il doit bien y avoir un résultat quelque part quand même. Alors il y a bien un résultat, malheureusement c'est le résultat le plus ingrat du monde parce que c'est tout un travail de fond qu'il fallait faire sur la maison pour des histoires de... En fait, je sais pas toi que je vais l'apprendre, mais la Poste réévalue drastiquement ses tarifs à la hausse, donc il fallait passer des accords spéciaux avec eux, il fallait renégocier les frais de port, il fallait mettre le site à jour, il fallait prévoir des nouveaux barèmes, etc. Donc maintenant, c'est chose faite. À l'heure où vous entendez ce podcast, la Giberne a fait peau neuve sans faire peau neuve parce que vous allez sur le site et vous n'avez pas l'impression que les choses ont changé, mais la machine en elle-même, le code qui est derrière a changé, etc. Et donc à partir de maintenant, si vous êtes en France métropolitaine, n'importe où en France métropolitaine, la maison vous offre les frais de port à partir du moment où vous prenez 3 bouquins dans le catalogue, voilà. Et en revanche, si vous êtes en Suisse, bon fallait venir avant, hein. C'est pas faute d'avoir prévenu plein de fois. On livre toujours vers la Suisse, etc. Mais les frais de port, ils ont pris un petit coup dans le museau parce que jusqu'à présent, on utilisait un tarif spécial qui s'appelle livret brochure, qui est en train de disparaître et qui permettait de contourner les frais de douane absolument fous qu'on nous impose en France et en Suisse. Et maintenant, malheureusement, c'est plus possible. Donc vous allez payer les impôts là-dessus. Je pense que c'est un problème que tu connais bien chez Carmin aussi, non? Oui, tout à fait. Alors nous, on a encore, on va dire un mois après, on donne à peu près encore un mois aux gens pour faire leur commande et avoir jusqu'au bout le tarif. Après, effectivement, il y a des endroits où on ne sait pas comment on va gérer. Moi, c'est pas tellement la Suisse qui m'embête. Non, la Suisse, ça va encore. Canada, États-Unis, globalement, je sais pas comment gérer parce que les envois vont coûter 15 balles. Enfin, ça va pas être possible, quoi. En gros, vous allez payer aussi cher pour le bouquin que pour les frais d'envoi. Ouais, alors moi la logique que j'ai faite là-dessus, c'est de dire en fait d'avoir tout fait pour encourager les gens à une prise de commande de plusieurs livres. C'est pas parce que je veux absolument leur refourguer tout le catalogue, mais c'est que si tu prends un livre et que t'as 45 € de frais de port, c'est pas du tout intéressant. Si tu prends 5 ou 10 livres et que t'as toujours 45 € de frais de port, ça commence à devenir quelque chose de plus respectable. Et en fait, je dis 45 de tête, hein, je dis pas que ce sera à 45 €, mais c'est pour que les gens aient un peu la philosophie qui est derrière le truc. C'est-à-dire que on servira quoi qu'il arrive, mais par contre, à un moment donné, va falloir nous aider un petit peu à rendre la facture réaliste parce que malheureusement, les tarifs postaux mondiaux sont calamiteux. Je sais même pas comment c'est possible que personne n'ait jamais eu un business plan où il faut casser ce coup. Il faudrait un peu un free de la livraison. Bah si, bien sûr qu'il y a des gens qui font ça. Enfin, tu prends par exemple les Chinois, ils ont très bien compris que pour avoir tout l'écosystème Alibaba, tout ça, il fallait que les frais d'expédition soient super bas. Oui, non mais d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as des gens qui ont compris qu'il y avait un intérêt à faire ça. Le problème, c'est que nous, depuis assez longtemps, on s'en fichait un peu parce qu'en fait, on n'était pas concernés. Pour tout ce qui est livre, en tout cas, nous, on s'en fichait. Ouais, bien sûr. Et maintenant que, en gros, on a appris que, en fait, non, on faisait quasiment x10 sur certains envois. Et ben, on doit trouver une solution. Et en fait, la Poste nous a donné 6 mois pour trouver une solution. Donc, ça peut pas être une super solution. Ouais. Voilà. C'est... Ils ont même pas d'ailleurs vraiment donné 6 mois parce que c'est nous qui, en faisant de la veille, avons détecté qu'il y avait cette modification des tarifs de la Poste sur laquelle ils n'avaient pas communiqué. C'est-à-dire, en gros, ils avaient marqué sur leur site qu'ils arrêtaient le tarif spécial livret brochure.
culture, mais sans envoyer un mail, sans l'afficher en gros, sans le communiquer sur leurs réseaux sociaux, sans tambouriner partout. Je veux dire, c'est quand même un tarif qui permet le rayonnement culturel de la France. Le fait que la Poste n'ait pas communiqué dessus et qu'il n'y ait pas eu un petit sujet aux infos là-dessus, c'est quand même un signe de la fin des temps, quoi. Parce que normalement, dans un pays aussi attaché à sa culture que la France, ça devrait réveiller des passions, un truc pareil. Et ça l'a pas fait. C'est un grand mystère pour moi, mais en même temps, c'est une grande déception. En tout cas, au bureau de poste où je vais moi, en fin décembre, j'en ai parlé brièvement à une guichetière qui était pourtant la personne la plus expérimentée. Enfin, à ma connaissance, elle est là depuis au moins 2-3 ans. Donc voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est arrivé il y a une semaine, quoi, qui m'a dit mais non, mais vous rigolez, il existe depuis toujours, ce tarif, il va jamais disparaître. Elle me croyait pas en fait que ça allait disparaître. Alors que c'est marqué sur leur site, alors que c'est marqué sur leur putain de site, hein. C'est quand même incroyable. Et là, j'ai eu une autre guichetière qui, la dernière fois que j'ai dû envoyer quelque chose en Suisse, m'a dit quelque chose comme il y a 10 jours. Ah ouais, au fait, j'en profite, je vous préviens, hein, ça va bientôt disparaître. Et je lui dis bah oui, en fait, c'est moi qui l'ai annoncé à votre bureau de poste il y a environ 6 mois. Ah putain, le bootstrap paradoxe, quoi. Non, mais c'était un peu bizarre. Enfin voilà. Bah, écoute, bref, tout ça pour dire que malgré tout, il y a quand même aussi des choses quand même plus intéressantes que ça, enfin peut-être plus porteuses de sens en matière de littérature, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est que le travail sur le prochain texte de la JBN avance quand même vraiment bien. Les gens commencent à comprendre. Tu sais, moi je l'avais dit, mais il faut qu'ils le réalisent, que le rythme de publication est quand même plus intense et plus dense cette année, avec des belles choses. Donc bon, la fameuse collection héritage dont je parle de temps en temps, je pense que on peut raisonnablement dire que ça sortira à l'automne et que ce sera un lancement avec plusieurs titres d'un coup dans la collection. On ne fera pas un lancement titre par titre comme on peut faire pour les nouveautés littéraires. Donc on prépare ça, mais on a déjà à peu près un texte qui est finalisé, 1,5 disons. On aimerait bien en avoir 2 ou 3 sous capot pour lancer la machine. Voilà, on sera content. Et puis le prochain roman qui sortira, la prochaine nouveauté littéraire qui sortira en juin est bien avancé. Là on commence un petit peu à parler de mise en page, même plus qu'un petit peu. On commence à parler sérieusement de mise en page sur ce titre. Au programme, il y aura du Nietzsche, il y aura du Napoléon, il y aura du Jordan Peterson aussi. Il y aura des gros sujets de transmission de savoir, de coaching hardcore, de formation intellectuelle. Bref, ce sera un grand roman sur fond de thriller / légèrement science-fiction sur les bords. Vraiment, je pense que c'est un texte assez indéfinissable, mais assez fascinant et hypnotisant. Donc voilà, soyez prêts, soyez prêts parce que vous connaissez le jour et l'heure, enfin presque. Vous savez que ce sera en juin et vous savez que ce sera de la balle. Voilà, comme d'habitude. Un peu comme tes chères histoires avec Sir Roger Scruton. Eh ben écoute, Sir Roger Scruton va très bien. On a dépassé les 2/3 de l'objectif de la campagne là. Donc on est en train de filer à toute berzingue vers au moins atteindre les 100% de l'objectif à la fin du mois ou au début du mois prochain. Il vous reste combien de temps là pour la campagne? Bah, il reste 2 mois en fait. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, vous êtes vraiment bien. Là en fait, il va falloir qu'on commence à parler de faire 3 fois l'objectif. Voilà. Et il va falloir que les gens entendent cette possibilité. Après, si je puis me permettre, franchement, pour un truc aussi incroyable que Roger Scruton en français, oui, j'ai dit Roger Scruton. Et ben en fait, un truc aussi incroyable que ça, on devrait faire 3 fois l'objectif dans les 2 heures qui suivent le lancement du Tipeee, tu vois. Genre c'est un truc, c'est quand même un truc assez majeur. C'est comme le Sowell, tu vois. C'est un truc qui est assez majeur. Et en fait, je trouve ça terrible que entre guillemets ce soit un succès, mais pas un succès encore plus incroyable. Donc voilà, allez faire péter le score de Moss. Et oubliez pas la JBN au passage. D'ailleurs, j'ai fait une petite conférence sur un Discord cette semaine qui était vraiment très cool. Enfin, alors on n'était pas très nombreux, mais en tout cas, il y avait une super. On a abordé plein de sujets. J'ai beaucoup parlé du conservatisme hors de France. On a pas mal parlé de Burke et de l'inspiration de toute la lignée des gens qui ont suivi Burke. On a parlé un peu d'Alan Bloom, etc. Donc, peut-être qu'on pourra en discuter un de ces 4 sur un podcast si jamais tu veux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, tu sais, moi je suis un yes man. Hein. Tu me proposes un truc, j'y vais. La dernière fois, tu m'as dit, est-ce qu'on parlerait pas de comment draguer au parc avec un bouquin? Je t'ai dit oui, tu vois. Donc, ouais, j'avoue, tout est possible. Le champ des possibles, il est large. Le champ des possibles, il est extrêmement large. Il y a pas de souci. Voilà, donc avec plaisir. Bon, et ben voilà. Est-ce qu'on lancerait pas un petit générique? Oui, ça fait 3 plombes qu'on parle et on n'a pas lancé le générique. Alors, allez, en diamant. Regagnez le carré. Mon
cher Hussard, comment tu voudrais qu'on commence cette discussion sur le théâtre? Alors écoute, moi je pense qu'un bon point de départ, parce que c'est comme toujours en littérature, au commencement et le plaisir du texte, j'ai envie de te dire quelle est ta première expérience liée au théâtre. Ah, très intéressant comme Allez, vas-y. Parce que c'est le moment, en fait, je pense que ça dit quand même beaucoup du rapport qu'on a avec. Si tu es jamais allé, c'est que t'as pas de relation avec le théâtre, ça commence mal, tu vois. Alors que si au contraire tu vas me dire, quand on était petit, on allait tout le temps au théâtre, ou au moins on y allait une fois par an, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que t'as un souvenir comme ça? Est-ce que t'as une petite Madeleine de Proust qui remonte? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, le truc, c'est que même si ça va peut-être surprendre des gens, quand j'étais au collège-lycée, j'étais pas en France métropolitaine, et donc j'ai eu pendant assez longtemps des difficultés justement à aller au théâtre, parce qu'en fait, il n'y en avait pas trop. Et par contre, il y avait une sorte de festival annuel qui se tenait de théâtre de rue, un peu l'équivalent du festival d'Avignon version... C'est drôle parce que comme je connais le pays en question, je me retire très fort de faire des blagues en fait, si tu veux, mais je les ferai en off après le podcast. Tu feras ça en off plus tard. Bref, et donc quelque part, moi, je dirais les premiers souvenirs que j'ai de théâtre, c'est plutôt justement le côté théâtre de rue en fait. C'est plutôt la scène qui a été montée à l'arrache avec 2 tréteaux, trois personnes dessus qui jouent en je sais pas, soit en harlequin, soit des rôles un peu divers, avec potentiellement des trucs qui avaient pas juste un aspect textuel aussi, le côté jonglerie, le côté un peu comique que tu peux trouver dans ce genre de festival. Et c'est après, petit à petit, que j'ai pu assister plutôt à des pièces en bonne et due forme à la Comédie Française par exemple, ou que j'ai pu aller voir même des retransmissions télé en fait de pièces classiques. Voilà. Alors ça me mindfuck toujours un petit peu, les représentations de pièces de théâtre à la télé. J'ai toujours trouvé ça pas terrible en fait. Mais... ouais, ça. En fait, mon cerveau se rebelle. Il dit, mais en fait, je comprends pas, t'es devant la télé ou t'es au théâtre? En fait, on comprend pas. Si t'es devant la télé, mets-moi un vrai film. Et si t'es au théâtre, me mets pas un écran entre moi et le. Enfin, tu vois, ça me fait bugger un petit peu. Mais c'est vachement intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le côté un peu battleur, le théâtre de rue, ou est-ce que tu préfères au contraire le truc très officiel, la Comédie Française, ou alors tu t'en branles complètement? Franchement, je trouve qu'il y a du charme dans les deux. Enfin, le côté théâtre de rue, il a une dimension spontanée, il a une dimension vivante que tu trouves pas, je trouve, dans des très grosses productions où tout est millimétré, etc. De la même manière que comprends moi en fait qu'il y a des gens qui apprécient les vaudevilles pour ce côté-là en fait, parce que le vaudeville est peut-être dans l'écosystème théâtral le dernier endroit où il y a un peu cette espèce de flexibilité, si tu veux. Les mecs qui vont rigoler, du coup le gars il peut se permettre de rajouter une blague en plus, tu vois. Enfin, et t'as pas ça enfin, tu vas à la Comédie Française, tu vas voir, je sais pas moi, n'importe quelle pièce classique en fait, du Molière, du Racine, du Corneille, ce que tu veux, tu vas avoir un truc très rigide en fait. Tu peux pas te permettre ça. Ouais. Donc non, tu peux pas trop bouger, à part parfois sur certaines petites interprétations, tu vois, typiquement le ma cassette. Ouais, c'est ça. Ça va être des petites mimiques et encore. Oui, il peut en faire 3 tonnes. Il peut descendre de scène, il peut jeter des faux écus sur les gens. Enfin, il peut se passer plein de trucs, mais parce qu'en fait, ils sont obligés de le réinventer tout le temps tellement il se passe, tellement tout le monde attend ce passage dans la pièce. Mais finalement, déjà quand c'est en vers, c'est toujours difficile d'improviser et de rajouter quelque chose par rapport à quand c'est en prose. Et quand c'est une pièce qui est déjà très connue, c'est très difficile de resurprendre les gens dessus. Donc il y a cette dimension-là aussi. Et puis aussi, j'ai l'impression, en tout cas en France globalement, tu peux te permettre de modifier des choses si t'es vraiment déjà un peu connu du grand public. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu par exemple si c'est légitime, vu Yermoz faire des petites modifs, etc. Laurent Deutsch faire des petites modifs, oui. Mais par exemple, je pense pas que le gars qui est arrivé il y a 3 mois à la Comédie Française, on lui laisserait la possibilité de faire une petite modif dans son coin en fait. Ça passerait pas du tout. Le gars il va avoir des problèmes. Ouais, je pense pas. Ouais, je pense que là ça marche pas. Toi, c'est quoi ta première expérience avec le théâtre, le monde du théâtre? Et ben en fait, c'est marrant parce que c'est autant la littérature, c'est un truc j'ai toujours été dedans, autant je te dirais que le théâtre, ça s'est vraiment fait graduellement. C'est-à-dire que en fait, je pense que fin d'époque primaire, collège, j'ai dû aller voir quelques pièces au théâtre, mais des trucs très classiques, du Molière, des machins comme ça et tout, en trouvant ça sympathique, mais genre pas transcendant, tu vois, genre j'étais pas en train de me dire génial, je vais au théâtre. Et en fait, je me souviens d'un truc qui était pas en soi une bonne expérience au début, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir après. C'était, je crois que c'était en 4e ou 3e, on nous avait fait lire La Cantatrice Chauve de Ionesco, et j'avais trouvé ça éclaté au sol. J'avais trouvé ça mais nul à chier, mais vraiment nul à chier, mais dans des proportions maximales, tu vois. Et après t'es allé au théâtre de la Huchette. Alors c'est même pas ça. Je vais te raconter une histoire légendaire, et je promets à ceux qui écoutent ici que tout est vrai, parce que en fait c'est une époque où les profs te punchlinaient mais à un niveau qui était qui est pas imaginable. J'avais un pote, genre c'était un peu une tête brûlée, tu vois. Et la prof de français nous dit ouais, alors vous avez lu La Cantatrice Chauve, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et toute la classe avait détesté parce que tu sais c'est une espèce d'ovni très what the fuck, théâtre de l'absurde où il y a pas vraiment d'intrigue, il y a pas vraiment de propos, les phrases font aucun sens, ça part dans tous les sens, etc. Et du coup
tout le monde est un peu gêné, quoi. Personne n'ose lui dire qu'on a trouvé ça nul, sauf mon pote. Mon pote, il lève la main et elle l'interroge et il dit bah voilà, je trouve, on a trouvé que c'était un peu de la merde. La prof, elle le regarde, elle lui dit non mais c'est toi qui es de la merde. Et après, en fait, donc, là s'ensuit évidemment un débat, tu vois, frontal, tu vois. Et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dit ok, regardez, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est joué. Et elle nous met, en fait, elle nous amène, je sais pas, une espèce de DVD ou VHS ou je sais pas quoi, pour le mettre sur la télé. Tu sais, il y avait des télés au fond des classes là. Ouais, je me rappelle. Elle le met là-dessus. En plus, avec cette espèce cathodique à l'ancienne là, de meuble qui fermait, tu sais, comme si la télé avait une valeur infinie, alors que c'était un vieux truc cathodique. Putain, c'est vrai, le truc qui valait 30 balles au puce de Saint-Ouen, tu vois. Voilà. Et alors, si tu veux, elle nous lance là, elle nous lance la pièce, la cantate chauffe, mais jouée. Et justement, là, c'est exactement ce que tu disais, c'est on regarde sur une télé la pièce de théâtre. Et d'un coup, je dirais pas que ça m'avait plu, mais j'avais compris que ça marchait. De toute évidence, ça marchait. Genre, il se passait une dynamique et en fait, genre, ça devenait drôle à regarder, si tu veux. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est incroyable, il y a un décalage terrible entre le texte et la pièce de théâtre. Et en fait, à partir de là, j'ai arrêté de me dire, en fait, que lire du théâtre, ça pouvait être intéressant, même si j'y suis revenu un peu après. Et en fait, je disais absolument jamais de pièce de théâtre et je voulais même pas voir les films adaptés de pièces de théâtre et tout comme ça. Par exemple, le Cyrano, tu vois, le fameux Cyrano avec Depardieu, je l'ai vu que bien des années après. Je voulais vraiment que voir la pièce de théâtre. Et là, il y a eu une époque un peu plus tard dans mes années étudiantines, dirons-nous, où là, pour le coup, j'allais beaucoup fréquemment au théâtre. J'ai vu des tas de trucs, hein. J'ai vu des trucs, les gens ils comprendront pas, hein. J'ai vu du théâtre arménien, j'ai vu du théâtre iranien une fois, en iranien, enfin en farsi, mais c'était surtitré en fait en français au-dessus. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment que on est très très loin du cadre classique. Et puis aussi des trucs beaucoup plus, comment dire, Petit Paris, etc. J'étais à Chaillot pour voir Incendie de Mouawad, à l'époque, c'était quoi, 2015-2016, un truc comme ça. Et puis bien sûr, du Molière, du Corneille, du Racine, ce que tu veux, etc. Donc en fait, ça a été vraiment un espèce de déclic sur c'est une œuvre textuelle, mais qui est où le texte n'est pas écrit. Et dès qu'il est écrit, en fait, d'une certaine manière, il perd une bonne part de sa valeur, sauf dans certains cas très précis qui sont à peine faits pour être joués, tu vois. Je sais pas si tu me rejoindras sur cette analyse un peu bateau d'ailleurs. Ouais, bah en fait, oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Bah c'est une des pièces entre guillemets moi que j'avais trouvé très intéressante. Alors j'ai détesté plein de trucs de lui, mais je dois dire, moi j'ai trouvé le théâtre de Sartre pas si inintéressant. Je sais pas si. À la semaine prochaine. Non mais le théâtre de Sartre, bah tu penses à quoi en particulier? Bah je pense en particulier à Les Mains Sales et Les Mains Sales, je déteste les Mains Sales. Huis Clos aussi. Oui, alors Huis Clos c'est bien quand t'as 16 ans. Voilà. Non mais moi attends, je les ai lus quand j'étais ado, tu vois. Non mais en fait Huis Clos c'est littéralement l'équivalent littéraire de la sucette du pédophile. C'est qu'en gros tu sais c'est le truc pas trop dégueu qu'on te tend pour t'attirer dans la camionnette du gauchisme sartrien, tu vois, du gauchisme de libération là, et c'est littéralement la camionnette des pédophiles. Donc si tu veux à un moment donné voilà, moi je trouve que la comparaison elle est très très justifiée. Bon après on peut s'en sortir visiblement de la camionnette hein. Bah oui mais dans quel état? Écoute, moi je pense que Mo Spagnuolo vous dit pas grand chose, mais il y a eu un petit séjour dans les backrooms qui s'est mal passé. Non mais en vrai en fait moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quelque part moi je suis très sensible dans le monde du théâtre en général. J'apprécie beaucoup en fait le fait qu'il y ait une unité de lieu et d'action. C'est vraiment t'es attaché à l'art classique, mais ça c'est ton côté très très classique. Non mais en fait je trouve que si tu veux le fait de faire une unité renforce toutes les tensions. C'est-à-dire que tu peux pas diluer le truc sur 3 mois plus tard il s'est passé ça. Non, tout se fait en un même moment et tout se fait. Et tu trouves pas justement que ça artificialise? Parce que moi c'est un truc que je trouve que ça artificialise la pièce au sens où les gens éprouvent des passions amoureuses archi rapides et archi saugrenues, où ils livrent 4 batailles dans la journée. Enfin les frérots si tu veux, j'espère qu'ils ont pris de la kétamine parce que ça va être dur de tenir le rythme, tu vois. Le site de Corneille, mais frérot, le gars c'est mission impossible. Tu te demandes comment il est encore debout à la fin quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire et en même temps est-ce que c'est pas ça aussi qui quelque part justement donne pas cette impression que c'est condensé, etc. Et quand c'est joué, quand c'est bien joué, en fait justement t'as cette espèce d'entraînement où tout défile et ça va très vite, tu vois. Ouais, ça c'est vrai, ouais. En fait tu te laisses porter par le truc et même en fait au bout d'un moment, parce que moi d'une certaine manière j'oublie que c'est il y a une unité de temps. C'est ça qui sinon ça me sort du truc. C'est qu'en gros je sais que normalement c'est censé se passer par exemple le matin, le midi et après l'après-midi suivante. Mais en fait dans ma tête il peut très bien s'être passé genre 15 heures entre chacune des scènes et tu vois ça pourrait s'étaler sur 3 jours. Je sais pas, moi j'ai toujours été un peu autant l'unité d'action à la limite je peux la comprendre, mais alors l'unité de temps et l'unité de lieu, j'avoue que ça a toujours été des trucs qui me font un peu bizarre quoi. Mais c'est une question de goût, c'est très subjectif je pense ces choses là. Ouais, je comprends. Après tu vois, enfin encore une fois, enfin on peut revenir un peu aux bases du théâtre. C'est aussi quand même un art qui inclut tout un tas de choses
où normalement t'as des impromptus, par exemple musicaux, dans certains, en tout cas le théâtre antique, chez les Grecs, c'est ça. Ouais. Moi, ça m'a toujours fait bizarre cette partie-là, par exemple. C'est-à-dire que ouais, putain, les enculés du Coryphée. Alors, je te jure, moi, je suis arrivé en classe prépa, je savais pas ce que c'était parce qu'en fait, en gros, j'avais jamais fait de théâtre antique. Ouais. J'arrive, je commence à me taper du Eschyle, des machins comme ça là. Je comprenais rien en fait. J'étais là, mais pourquoi est-ce que c'est une comédie musicale? C'est quoi ce truc en fait? Pourquoi il y a des mecs qui viennent faire du banjo là sur scène? T'avais pas fait du latin grec avant? T'avais pas traduit? J'en avais fait, mais tu sais, c'était un cours de rien du tout. C'était un cours de tu vois, j'en avais fait au collège et après au lycée, je m'étais débarrassé de ce truc. Et en vrai, enfin, tu sais, moi j'ai jamais été dans le truc. Enfin, j'ai jamais eu une fascination. Enfin, je respecte et je trouve ça très intéressant la culture perse, enfin grecque, latine, etc. Enfin, toutes les cultures antiques, je trouve ça intéressant. Mais tu sais, il y avait ce moment où quand on était gamin, t'avais ceux qui étaient fans genre de l'Égypte, de la Grèce, qui connaissaient tous leurs dieux, tous les mythes, etc. Moi, j'ai jamais été trop comme ça. Le latin qui m'a fait triper. Après, ça a été le latin médiéval, mais c'est à peine du latin. C'est du français cassos en fait, d'une certaine manière, tu vois, avec des fausses déclinaisons, tu vois. Et ça, effectivement, du coup, j'étais passé à côté de ça. Et en plus, non, mais on nous faisait pas traduire du latin, enfin du théâtre, on nous faisait traduire à la limite des textes plus de prose, je sais même traduire des bouts de César, des machins comme ça, enfin de très très convenus, mais qui étaient, disons, plus contemporains dans leur forme, tu vois ce que je veux dire. Bah, depuis le latin, c'est sûr. Enfin, moi, je me souviens avoir traduit des passages de la Ulularia, là, et puis peut-être aussi. Le fameux truc, putain, c'est ton Ayn Rand à toi, en fait, si tu le cites pas à chaque fois, ce truc, c'est le bout du monde. Non, mais en fait, si tu veux, c'est un peu l'ancêtre de Harpagon, quoi. Enfin, c'est. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais, tout à fait. C'est un bout important du théâtre. Il y a même des tas de blagues qui sont des copier-coller, en fait, entre les deux. Enfin, je me rappelle de la blague, tu sais, sur. Ça, c'est incroyable. Ouais. Tu peux me montrer tes mains, et puis après, oui, et l'autre. Et bon, c'est comme si le gars avait 3 mains, mais. Moi, je me souviens aussi que j'avais traduit. En fait, c'est plus du grec vers le français que j'avais fait des trades de pièces. Et justement, en fait, il y avait tout ce truc. Il y a un peu cette guéguerre entre les différents auteurs grecs, parce qu'ils ont tous plus ou moins écrit les mêmes thèmes, mais chacun a fait son petit twist. Donc, si tu veux, tout à fait, tu as la version de l'Oedipe telle qu'il est présenté par machin. Tu vas avoir Clytemnestre telle qu'elle est présentée par tel dramaturge, et puis tu vas avoir l'autre version, et puis du coup, au bout d'un moment, tu commences à te perdre et tu te dis, mais attends, mais dans laquelle c'est une mégère, dans laquelle elle est plutôt plus sympa, enfin voilà. Et il me semble de mémoire aussi, c'est un peu pour ça que j'étais arrivé à Sartre, en fait, que tu as des pièces qui ont été un peu récupérées et remodernisées après. Ah oui, t'as eu cette vibe dans les années 20 à 40, mais Giraudoux a fait ça aussi beaucoup, de récupérer du mythe un peu antique et d'essayer de le réinjecter dans cette espèce de néoclassicisme vaguement péténisto soviétique, enfin, ça dépendait de quel bord t'étais, pour essayer d'en tirer quelque chose. Ouais. Donc t'as les héréniques qui deviennent les mouches, par exemple. Ça toujours laissé bizarre. T'as des trucs un peu... Bon, et c'est intéressant, en fait. Enfin, après, j'ai l'impression... C'est intéressant d'un point de vue historique. Est-ce que d'un point de vue littéraire, c'est intéressant? Ça, pour le coup, comment dire, moi, ça me touche pas. Mais après, que ça touche des gens, j'ai aucun problème avec ça, de grand bien leur face, tu vois. Mais je sais pas si ça touche beaucoup de monde aujourd'hui, ça. Bah, écoute, en tout cas, moi, j'ai trouvé que les pièces grecques étaient intéressantes. En fait, le choix des mots était intéressant, la manière de présenter les choses était intéressante. Enfin, c'est vraiment quali, en fait. Mais tu vois, celui qui m'a réconcilié avec le théâtre grec, c'était Aristophane. Parce qu'en fait, Aristophane, c'est authentiquement drôle, c'est-à-dire que tu peux le lire et vraiment rigoler à certains passages encore aujourd'hui, pour peu que ce soit traduit bien, parce que le problème du grec, c'est que ça, c'est dur à traduire. D'une de ces pièces il y a à peu près 9 mois, et je me suis tapé des barres, et tout le monde dans le public se tapait des barres, en fait. La réunion des fous du bus, en fait, tous les bus se sont garés devant le théâtre. Il y a tous les fous qui sont sortis, ils sont allés dedans pour rigoler sur. On avait tous des pseudos en latin et en grec. Ah, t'étais avec Cato Minor, d'accord, ok, trop bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, en vrai, Aristophane, giga Tchad, très 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 gros Tchad et tout. Alors que, en fait, si tu veux, c'est pas que je méprise, c'est très bien, Achille, Sophocle, tu vois, c'est très bien. C'est juste que c'est peut-être plus difficile d'accès et que, pour commencer, c'est pas la porte la plus aisée, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te dire. Ah bah c'est sûr que tu lis du Aristophane, tu te tapes plus des fous rires. Enfin moi, l'Assemblée des femmes, extrêmement drôle. Lysistrata, très drôle aussi. Les nuées, à mourir de rire. Enfin après, bon, tu vois, je veux dire, en fait, le truc qui est toujours un peu bizarre avec Aristophane, c'est que c'est un gars qui va te faire des vannes sur Socrate et 3 pages plus loin, il fait des blagues de prout, tu vois, littéralement.
Oui, c'est ça. Mais tu sais ce qui est génial, parce que ça renvoie à un putain de débat en littérature, mine de rien, qui touche pas que le théâtre. C'est en fait que Aristophane, on lui a beaucoup reproché de son vivant de faire du théâtre profane et de pas être dans des grands sujets et d'être un peu un auteur mineur à cause de ça et blabla, et Aristophane resterait pas et tout. Bon, finalement, ils a tous enterré. Et en fait, enfin, pas tous, mais beaucoup. Et en fait, si tu veux, le truc qui est assez frappant, je trouve, là-dessus, c'est que t'as beaucoup d'auteurs qui rêvent d'être connus et d'être célébrés comme un grand auteur, comme un espèce de monument, etc. Mais c'est la phrase de Mark Twain qui est heureusement fausse, mais qui est assez frappante, où il dit un livre classique, c'est un livre que tout le monde dit avoir lu sans jamais l'avoir lu. En gros, t'as beaucoup de gens qui ont une image un peu poussiéreuse, enfin beaucoup d'auteurs qui ont une image un peu poussiéreuse, etc. Et souvent, les auteurs restent dans la postérité, pas pour le truc qu'ils avaient vraiment pensé comme étant leur grande œuvre, etc., mais pour le truc un peu plus paillard, un peu plus drôle, un peu plus facile d'accès. Tu vois, typiquement, même si tu prends un gars comme Voltaire aujourd'hui, les gens s'en souviennent pas pour la Henriade, tu vois. Ils s'en souviennent pour Micromégas, ils s'en souviennent pour Candide, qui sont des textes beaucoup plus satiriques, beaucoup plus, tu vois, plus rapides, beaucoup plus qui fusent un peu plus. Et ça, c'est un truc intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais du vaudeville. Alors le vaudeville, c'est carrément le niveau où t'as beaucoup d'auteurs qui parfois anonymes, etc., qui ont fusé dans tous les sens au 19e siècle. Mais si tu veux, il reste peut-être beaucoup plus de ces auteurs-là que des auteurs qui écrivaient des tragédies et dont on est bien incapable de donner le nom aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Après, moi, j'avoue que le vaudeville, enfin, je sais pas toi quelle perception t'en as. Moi, c'est un peu le truc que j'ai toujours vu, presque. En tout cas, j'ai mon premier contact avec le vaudeville, c'était la télé, et c'était, tu sais, ces espèces de soirées quelque part entre Noël et le jour de l'an, où les mecs dans le temps de chargement de la vie, quoi. où les mecs ont globalement à peu près rien à passer à part Le Père Noël est une ordure, Le Bêtisier de l'année, excellent film, excellent film d'ailleurs, et une retransmission en direct du théâtre machin chouette, parce que c'est un peu le truc haut de gamme, tu sais, genre on va faire et en fait il y a quand même un moment où le gars qui gère la chaîne dit non mais attendez les gars, moi je veux bien qu'on fasse du théâtre, on va quand même pas leur mettre Aristophane, quoi. À un moment faut peut-être qu'on revienne un petit peu, et donc ça se finit toujours avec un espèce, pas que ça existe, tu vois, un espèce de jeu sur alors sur France 2 ce soir vous avez le dindon, oui, ce petit vaudeville, et à chaque fois putain, j'ai oublié, j'en peux plus. Le PTSD que tu viens de ranimer là, enculé, 10 ans de psychanalyse tu en l'air. Ah putain, quel enfer. Mais oui, non, mais t'as raison, effectivement. Alors après, le vaudeville, moi, si tu veux, en fait, comment dire, j'avais la télé quand j'étais gamin, etc. Donc voilà. Mais en fait, si tu veux, j'associe pas du tout ça à la télé. J'associe ça à un truc un peu plus élitiste, désolé. C'est en fait qu'il y avait un atelier de théâtre quand j'étais au lycée. Et moi, j'aurais été bien incapable de faire du théâtre. Hein. Vraiment, les gens pensent pas forcément, parce qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube et je parlais avec plein de monde, tu vois. Mais j'étais assez timide et j'aurais pensé à pouvoir faire ça. Par contre, j'avais un pote qui était dans le club théâtre. Et alors lui, c'était un type très intelligent et très drôle, mais il jouait incroyablement bien le concon. Mais vraiment, quand il faisait le teubé qui bite rien, le mec il se fait bolosser par la vie. En fait, il avait un côté un peu Bourvil, tu vois, et il le faisait, mais c'était incroyable. Genre vraiment, je l'ai vu se faire contrôler par des flics et rendre fou les flics avec cette méthode-là, tu vois. Il était légendaire, tu vois. Et en fait, il était dans l'atelier théâtre, lui. Et en fait, c'est incroyable parce que du coup, le prof, qui était un prof très intelligent, un prof de français qui a eu après des grands prix littéraires et tout en plus, donc c'était vraiment qui comprenait bien son sujet. Il avait senti ce potentiel et s'était dit ok, on va faire du fédo, et tu sais, et jouait toujours le rôle du mari cocu, mon pote dedans. Et en fait, tout le bahut venait payer sa place pour venir voir la représentation du truc théâtre pour lui, parce qu'en fait, si tu veux, le gars avait, et c'est incroyable d'ailleurs qu'il ait pas fait une carrière là-dedans après, parce qu'il aurait pu, hein. C'était vraiment c'était du très très grand et vraiment il le disait avec une candeur, les répliques et tout, c'était encore une fois, c'était magnifiquement joué. Il sublimait le texte dans son interprétation, tu vois. Le gars avait une capacité à sortir du placard à côté du lit en faisant qu'est-ce qui s'est passé par ici. Ouais, c'est ça. Oh, ma femme est enceinte de moi depuis seulement 4 mois, elle s'apprête déjà à accoucher. Oh putain, elle ne perd pas de temps, elle est efficace, tu vois. Mais il le disait avec une candeur, on se tapait des barres, mais des barres monumentales, si tu veux. C'était vraiment vraiment drôle, mais ça reposait sur, c'était quasiment du sketch, tu vois. C'était le Marrakech du rire, tu vois. Tout le monde était en train de se taper une barre parce que c'est ton jeu, tu vois, Fédo avait créé le cadre, etc., mais celui qui faisait rire, c'était mon pote, tu vois. Et c'était le truc. À l'inverse de ça, sur le côté plutôt tragédie, c'était quoi ta rencontre avec la tragédie? Il y en a eu un. La vie. Écoute, avec la tragédie, en fait, ça, si tu veux, c'est comme c'est une culture plus classique. C'est vraiment une culture à laquelle je suis beaucoup plus venu. Par la lecture, peut-être, non? Ouais, exactement. Et en fait, si tu veux, ça a été vraiment vraiment clairement la classe prépa, ça a beaucoup fait pour ça. Je dis pas que j'en avais jamais entendu parler ou que j'en avais jamais vu avant, mais c'est là où vraiment d'un coup, à un moment donné, par exemple, je m'étais dit pendant genre 2 semaines pendant un été, je lis une pièce de théâtre par jour. Et en fait, donc j'en avais, tu sais, c'était les petites éditions à 2-3 euros là, tu sais, avec les couvertures rouges un peu chum là. Et rien à
à voir avec Carmin. Et si tu veux, je les prenais, j'en avais une pile et en fait j'en lisais un par jour. Donc je m'étais fait Britannicus, je m'étais fait machin, enfin je m'étais tout. Hein, je m'étais pas fait Cyrano de Bergerac que je me suis fait plus tard, mais je m'étais fait à peu près tous les grands textes du théâtre, voilà. Et en fait, tu veux, à l'époque, ça m'avait semblé, comment dire, à la fois très prestigieux et un peu poussiéreux. Et notamment parce que c'était en vers, parce que c'était des sujets quand même, il fallait littéralement connaître un peu la généalogie parfois des familles impériales romaines pour pouvoir le faire. Enfin, ça faisait appel à un niveau de culture qui est au-delà de beaucoup de bac plus 5 aujourd'hui, même de quasiment tous les bac plus 5 aujourd'hui. Donc il y avait une difficulté là-dessus. Et en fait, ça vaut le coup de passer cette difficulté parce qu'il y a quand même des choses vraiment intéressantes à en tirer. Il y a des punchlines mémorables, enfin, c'est somptueusement bien écrit, etc. Mais c'est comment dire, c'est comme apprécier un bon vin ou apprécier certains plats ou certains trucs comme ça s'apprend, tu vois. Je trouve que c'est pas inné. Enfin, je sais pas si t'as eu la même expérience que moi ou pas, mais c'est un peu ça, quoi. Bah, un petit peu la même que toi. Moi, je les ai plutôt vus un peu plus tôt, les pièces de théâtre. Après, bon, ça c'est forcément un peu. Moi, j'ai pas eu ce côté un peu Stakhanoviste d'en lire un par jour. Je sais pas si j'aurais tenu 15 jours à lire une pièce de théâtre par jour, tu vois. Mais quand t'as 18 ans, t'es un mongol en fait. C'est-à-dire que vraiment, on te dit de faire le truc, tu fais. En fait, en plus, le truc, c'est que je me souviens de certaines pièces, enfin, je me souviens avoir terminé certaines pièces, je peux même plus te dire lesquelles, dans un état de brouillard mental total, en sachant à peine ce que je venais de lire. Mais j'avais parcouru les mots et c'était au niveau de l'inconscient qu'il y avait peut-être quelque chose qui était resté, mais en conscience, je connaissais plus trop le truc, tu vois. Mais à un moment donné, bon, bah, je l'ai fait. Est-ce que je le referai? Je sais pas, tu vois. Aujourd'hui, j'aime comprendre ce que je lis, tu vois. Mais à l'époque, en fait, comment dire, c'était tellement difficile d'accès, si tu veux, que il fallait rentrer dedans un peu frontalement, tu vois, pour se plonger dedans vraiment. Et puis parfois, j'avais des très belles découvertes, tu vois. Lorenzaccio de Musset, par exemple. Bah, j'ai vraiment beaucoup aimé, tu vois, lire cette. Ça m'a presque un peu, tu vois, justement, c'était un peu l'étape 2 où ça m'a un peu réconcilié avec le théâtre écrit, tu vois, parce que genre, je le voyais, ce que ça pouvait donner mis en scène rien qu'en le lisant, tu vois. Et ça, c'est un truc qui était quand même très très fort. Moi j'ai un peu ressenti ça aussi avec Musset. On en avait parlé un peu de On ne badine pas avec l'amour, mais moi c'est une pièce que j'avais trouvé vraiment très bien écrite. Et je t'avoue que le jour où je l'ai vu jouer, j'étais un peu déçu. Je crois que c'était, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était au théâtre de la Tempête, qui est pas très loin de Vincennes là. Et franchement, j'avais trouvé que le jeu était pas terrible et le décor était un peu, tu sais, c'était ces gars qui veulent faire des pièces de théâtre anciennes, mais dans un décor où en gros t'as une sorte de carré au sol de fausses moquettes en forme de pelouse. Et je supporte pas ça. Et les mecs essaient de faire un truc, tu sais, genre un peu un hybride entre du moderne et de l'ancien. Et t'es là, mais pourquoi en fait? Enfin, juste respecte le truc ou modernise à fond, tu vois, mais tu peux pas faire l'entre-deux. Parce que là, tu viens d'ouvrir une porte vers un monde parallèle terrible. C'est la porte vers les mises en scène contemporaines au théâtre. Alors ça, putain, faut qu'on en parle. Moi, je vais te raconter une histoire comme ça servira de préambule. Après, on pourra dérouler dans le sens que tu voudras. Les gens le savent, j'ai fait de l'allemand. Et à un moment donné, j'étais en prépa. On avait fait un voyage en Allemagne. On était allé à Berlin. On en a fait deux. On a fait Hambourg, on a fait Berlin. Je crois que c'était Berlin celui-là. On a fait Berlin. On y va. Et en fait, notre prof nous dit, est-ce que ça vous dirait d'aller voir du théâtre en allemand? Bon, honnêtement, c'était audacieux, mais on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Quasiment personne n'était bilingue, tu vois. Genre, bon, on avait des bons niveaux, mais c'était quand même très littéraire et tout. Elle nous a dit, est-ce que ça vous dirait d'aller voir En attendant Godot en allemand? Bon, on a tous dit oui. Donc, on s'est retrouvé dans un théâtre allemand, berlinois. Je suis incapable de donner le nom, hein, donc me demandez aucune information concrète. Par contre, c'était très beau. C'était genre ambiance, dorure, siège rouge. Enfin, c'était vraiment un truc assez grand avec des loges et tout. Enfin, c'était voilà, stylé. Donc un truc un peu élitiste, tu vois. Et putain, le mec faisait l'hélicobite. le chleu a sorti sa tub. Et il a fait l'hélicobite. Tu vois, dans un truc avec des dorures construit par des espèces d'Allemands qui étaient probablement extrêmement opposés à toute forme d'impudeur comme ça. Et le gars était en train de faire ça. Mais en plus, habillé en mec avec un survêt avec des trous de boulettes de shit, tu vois, dedans, quoi. C'était infernal. Et en fait, j'étais là. En fait, après, comment dire, à l'époque, je connaissais pas parfaitement bien la pièce en français. Donc après, j'ai compris que, bon, j'aime vraiment pas Beckett. Hein. De toute façon, je l'ai dit plein de fois, j'aime vraiment pas Beckett. Je pourrais passer en cours martial. Mais si tu veux, là, ils ont quand même trouvé le moyen d'insulter un mec que je respecte pas. J'ai envie de respecter Beckett juste pour pouvoir les insulter encore plus fort, si tu veux. C'était terrible. Voilà. Donc maintenant que j'ai raconté cette histoire, est-ce que tu as envie de dérouler un peu sur ce sujet? Alors, c'est marrant parce que hélicobitesque. Moi, je l'ai vu, c'est exactement la même pièce en anglais. Je l'ai pas vu en français, je l'ai vu en anglais et elle était plutôt bien jouée. Enfin, le décor était pas mal. Ils avaient fait un arbre. T'as pas un roast beef qui a sorti sa bite devant 400 spectateurs? Non, franchement, c'était pas mal du tout. Il y avait une bonne ambiance musicale en plus, tu sais, des bruitages, des trucs. Non, franchement, c'était pas mal du tout. Et du coup, moi, j'avais passé un bon moment en fait en la voyant. Donc, j'avais pas eu la même expérience que toi. Non, pas du tout. Bon, après, j'avoue que la pièce m'a pas bouleversé non plus. Même à titre perso, j'ai tendance à considérer que par exemple, tu vois, dans le même registre, je préfère Rhinocéros que Beckett.
Mais oui, tout à fait. Bah oui, moi je préfère vraiment Ionesco à Beckett sans aucun commencement de doute. Je vais pas tressaillir une seconde en disant ça, tu vois. Mais ouais, non, c'est vrai que, enfin, alors, j'ai pas eu, j'ai justement fait souvent exprès d'éviter des mises en scène qui m'avaient l'air un peu trop, on va dire, glissantes, hein, qui pouvaient éventuellement déraper vers ces espèces de trucs modernes, etc. Bon, il y a des fois, tu peux pas échapper à des trucs, hein. Je veux dire, tu vas voir, je crois que j'étais allé voir le pièce de Yasmina Reza, là, Art, parce que tu l'avais. Ah oui. Bon. Oui, j'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. C'est déjà un peu limite, bon, mais en vrai, ça va, c'était pas joué de manière trop hardcore. Mais c'est vrai que, non, il faut qu'on arrête avec ce truc. C'est pas parce que tu mets à poil ou que tu te dandines sur scène en faisant des mimiques sexuelles que t'as fait une interprétation intéressante d'un texte classique. Enfin, juste à un moment donné, ce truc, ça fait 35 ans que tous les types de Paris, tu sais, les gars qui sirotent un petit verre de blanc après le truc à l'entracte en disant ah oui, intéressant, ah non, mais tu vois, j'ai beaucoup aimé cette revisite des frères Karamazov. Je trouve quand même que cette vision de la nudité apporte quelque chose. Non, arrêtez. En fait, vous avez juste massacré le texte, vous avez juste cassé le truc, et ça apporte rien, en fait. Enfin, je veux dire, il faut. Ouais, non, mais c'est terrible. Moi, je suis vraiment sorti de là. Franchement, j'étais énervé, premier degré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est terrible. En plus, j'en avais parlé avec ma prof d'allemand parce qu'elle était sympa, on entendait bien. Et elle me dit, bah, vous avez pas l'air d'avoir aimé. Bah, j'ai dit, j'aurais beaucoup de mal à apprécier un mec qui fait l'hélico-beat devant moi pendant 20 minutes. Tu vois, genre, je sais pas 20 minutes, mais il le faisait 2 fois en plus, hein, dans la pièce. Genre, c'est pas une fois qu'il l'a fait. Non, mais c'est terrible. Putain, et c'est marrant parce que ça me rappelle un sujet sur lequel je me suis un petit peu exprimé sur Twitter et qui m'a valu pas mal de problèmes, on va dire, dernièrement. Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, mais tu sais, en fait, j'ai parlé un petit peu d'art contemporain. Enfin, j'en ai profité pour expliquer que les mecs qui comprennent rien. Que en fait, il y avait vaguement enfin, en gros, il y avait un truc du genre si tu joues mal un morceau de musique et que ça sonne faux, c'est qu'a priori, il y a une bonne manière de le jouer, on est d'accord. Si tu joues mal un truc discordant, en fait, personne le remarque. Ce qui veut peut-être dire que c'était peut-être pas aussi beau que ce que l'autre truc était, en fait. Tu vois, grande idée, hein, c'est puissant quand même. Et de la même manière, en fait, tu prends une pièce de théâtre classique et t'as un type qui sort son sgeg en plein milieu de l'opération, si tu veux, tout de suite ça casse l'ambiance, bizarrement. Alors que tu prends du théâtre contemporain un peu pourri, où les mecs, en fait, tu sais pas trop dans quoi t'es arrivé, parce que j'en ai vu quelques-unes quand même, des pièces complètement barrées avec des musiques pop rock insupportables, et des ambiances lumineuses, ça c'est l'autre versant, des décors qui changent, tout le monde quasiment à poil. Le kitsch, ouais. En fait, tu sais, c'est un show de drag queen, en fait. À la limite, faites-le si vous voulez, mais appelez pas ça Faust de Goethe, tu vois. Genre, à un moment donné, essayez d'être cohérent, tu vois. Je crois que le moins pire que j'ai vu, enfin, tu vois, à la limite, il y a quelques cas de figure où j'ai trouvé que c'était pas trop mal fait. C'est quand, en fait, la touche moderne est suffisamment sobre pour que pour que tu n'aies pas une sorte d'affect de rejet instantané, tu vois. Ouais, j'en ai vu une il y a pas longtemps, comme ça. À la Comédie Française, qui était une reprise de l'Orestie antique, où en fait tout le monde était, je me rappelle, je sais plus, attends, c'était qui, c'était Podalides, je crois, qui était le rôle titre. Il était dans un costume bleu électrique, et le truc, il y avait une sorte de cube métallique sur scène, à moitié rouillé. C'était très bizarre, tu vois. Ça faisait un peu futuriste, c'était des space, mais si tu veux, il y avait quand même une sorte de gravitas et de pudeur qui restait, et du coup, c'était acceptable de regarder ça, et tu te disais pas toutes les 15 secondes, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. En fait, tu pouvais te projeter quand même dans cet univers-là. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Putain, en fait, c'est vrai parce que j'étais en train de réfléchir dans ma tête à toutes les mises en scène les catastrophiques que j'ai vues dans ma vie. Et en fait, je me demande si le métier de metteur en scène a pas quelque part dérivé vers en fait l'exhibitionniste. En fait, venez voir le chiffre de mes acteurs, tu vois. Il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Mais effectivement, parfois ils arrivent à trouver un équilibre intéressant. Il y a un an et demi, je pense, 1 an et demi, 2 ans, j'avais vu à Paris une pièce de Marivaux. Alors attends, elles ont toujours des noms genre l'inconstance de l'amour, le double sentiment de je sais pas quoi. Enfin, tu vois, bref, je retrouve plus le titre, ça va me revenir. Mais en gros, c'est une histoire avec 2 couples qui sont censés être arrangés. Et en fait, ils tombent amoureux, mais tu sais, ça s'échange quoi. Waouh. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. En gros, la meuf A tombe amoureuse de mec B et en fait l'inverse. Donc en fait, si tu veux, en fait, tout le monde peut être heureux, mais c'est juste que il y a l'aspect social et etc. Bon bref, à la fin ça se termine bien. Et voilà. Et en fait, si tu veux, ils avaient modernisé le truc au sens où ils restaient prince de je sais pas quoi, baron de je sais pas quoi, etc. Tout ce que tu veux, mais ils étaient habillés dans des vêtements contemporains. Ils avaient des meubles contemporains, ils avaient des accessoires contemporains et ils avaient des mimiques contemporaines
dans leur façon de jouer. Et en fait, ça marchait bien. En vrai, ça marchait bien. C'était vraiment agréable. Très très bonne perf. Les actrices en particulier avaient fait elles jouaient vraiment bien, quoi. Elles apportaient beaucoup de vigueur à la scène, donc enfin à la pièce. Donc c'était vraiment pas mal. Et en fait, oui, ça prouve que quand même, tu peux faire quelque chose de moderne qui est bien. Par contre, pour une fois où j'ai eu un truc bien comme ça, j'ai quand même les Lady Copies berlinois en opposition, tu vois. Putain, maintenant que j'ai parlé, je vais pas pouvoir parler d'autre chose Putain, c'est terrible. En fait, le mec a violé visuellement 400 personnes dans un théâtre berlinois. C'est un crime de masse. C'est le pire crime de masse à Berlin depuis 1945, en fait. C'est terrible. On en parle peut-être aussi, on a parlé pas mal de toute la partie écriture, un peu de la partie mise en scène, etc. Le côté jeu d'acteur, il y a des trucs qui t'ont toujours agacé chez les acteurs ou qui au contraire t'ont toujours plu. Comment tu vois toi, le rôle des acteurs, par exemple la prononciation, ça fait partie des trucs. J'ai quelques souvenirs, en particulier à la Comédie Française, de pièces, on va dire, qui avaient été un tout petit peu élargies en termes d'acteurs, et tu sentais qu'il y avait certains acteurs qui avaient pas on va dire, ils étaient pas très à l'aise spontanément pour prononcer des vers, par exemple. Ouais, des Alexandrins et tout. Alors deux choses. Premièrement, comme disait Jean d'Ormesson, ça c'est vraiment une question qui fait chier, voilà. et deuxièmement, en fait moi-même je suis pas très à l'aise pour prononcer des vers, donc je me sentirais pas de les juger, etc. Enfin, il y a toujours des histoires des muets ou pas muets. Enfin, moi ça me rend zinzin cette histoire. Vraiment, ça me rend complètement fou. Et si tu veux, comment dire, je pense que d'une certaine manière, ce qui compte, c'est, enfin, je reviens à un truc tout basique, mais ce qui compte, c'est quand même le plaisir du texte, etc. Et en fait, après, avoir des débats de puristes sur est-ce que c'était la bonne façon de le prononcer ou pas, moi ça me fait déjà chier. Pour moi, c'est déjà une défaite en fait quand t'es en train de faire ça. Après, bon, voilà, si vraiment le mec il écorche le texte comme pas permis, mais en fait, tu sais, il y a un mec dont on n'a pas parlé pour l'instant, et pourtant il s'excuse de ne pas être de gauche. Fabrice Lucchini. Est-ce qu'il serait pas temps de parler aussi de son phrasé légendaire, grotesque? Il est légendaire, ouais. Mais en fait, si tu veux, Fabrice Lucchini, comme j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur Fabrice Lucchini il y a un an après, et en fait, j'avais dit un truc dedans que je persiste et je signe. Fabrice Lucchini, c'est le mec du grand public, il est limite plus connu pour ses interviews où il pète des câbles sur les plateaux de télé, et où en fait il est devant un parterre de bien-pensants, de petits gauchistes parisiens, etc. Et il leur explique que la droite triomphera et que lui il est de droite, et en fait il le fait et les mecs l'applaudissent. C'est quand même vraiment génial. Je sais pas comment il a réussi à se mettre dans cette position. Il y en a 2-3 qui arrivent à faire ça, mais alors lui c'est vraiment le plus flamboyant d'entre tous. Donc moi je suis très très admiratif. Après, Fabrice Lucchini au théâtre, je peux pas en parler parce que je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu les captations, mais je suis jamais allé le voir en direct, donc jamais ressenti l'ambiance du Lucchini au théâtre. Je sais pas si t'as eu cette chance. Non, j'ai pas eu cette chance non plus. J'ai vu quelques-unes de ses prestations effectivement de manière filmée, mais j'ai pas pu le voir en vrai. Et je regrette d'ailleurs, Fabrice, si jamais vous nous écoutez, parce qu'on sait qu'on touche beaucoup de gens, donc faut pas. On sait jamais, peut-être pas Fabrice, mais s'il y a quelqu'un qui connaît Fabrice Lucchini personnellement, faites-lui suivre ce podcast. Voilà, Fabrice, viens dans le podcast, réponds aux questions, fais la fable du corbeau et du renard dans le podcast. On t'attend, frérot. Voilà. Au passage, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé très drôle dans sa manière de présenter les. Enfin, vraiment, il a un phrasé, il a une charisme. Une gouaille, en fait. Une gouaille, ouais. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu, moi, je trouve. Il y a des tas de gars qui n'ont pas cette capacité à incarner un truc complètement. Mais tu sais, il y a captiver l'attention aussi, tu vois. En fait, il y a un côté. Enfin, le gars, il se met à parler, tout le monde le regarde, tu vois. Je sais pas si. Alors, ils sont pas, c'est pas du tout des gens qui sont aussi drôles, quoique. Mais tu vois, t'allumes un film et tu vois DiCaprio, tu vois Jean Dujardin, tu vois, j'essaie de trouver des noms comme ça, même Lafitte, tu vois. Tu vois des mecs comme ça, ils ont une présence, tu vois, qui fait que en fait, tu sens que le film peut pas être totalement mauvais. C'est-à-dire que même si le film est bidesque, au pire, il va reposer un peu sur eux et ça passera, tu vois, ça passera sauf si tu vraiment ils ont forcé dans le côté vraiment pourri. Mais tu vois, c'est des gens qui incarnent quelque chose. Limite, tu les vois, t'as déjà un petit sourire d'imbécile qui se dessine, tu vois. Et Fabrice Lucchini, alors les films très bien, ok, très bien, pas de problème, le théâtre machin, ok. En interview, genre ça te réconcilie avec la télé. Tu vois, limite tu te dis c'est vrai que je payais parce qu'il y a plus, je payais la redevance pour ce genre de moment, tu vois. Et quelque part il a réussi à introduire quelque chose de très fort. Et puis il a toujours des anecdotes franchement éclatées. Enfin, je sais pas si tu te rappelles de ces anecdotes de coiffeur / esthéticien, où le mec t'explique qu'il faisait le maillot à je sais pas qui. Et t'es là, tu fais mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars, mais c'est pas possible quoi. Je sais pas si elle est vraie, je sais pas si elle est fausse, mais en fait juste je me marre quoi. C'est tout. Hein. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu le Oussama Hamar du monde du théâtre, tu vois. L'anecdote est probablement fausse, tu le sais, mais tu
peux pas t'empêcher de rire quand même, tu vois. Alors, tu sais j'ai une unpopular opinion, comme on dit. C'est que moi, je pense que, petit 1, les anecdotes de Fabrice Lucchini sont vraies, et petit 2, les anecdotes d'Oussama Hamar sont vraies. Moi, je pense qu'il y a des gens comme ça qui attirent à eux des situations complètement folles et hors du spectre du pensable quand t'es un petit comptable à la vie bien rangée, tu vois. Je dis pas que t'es un petit comptable à la vie bien rangée, hein, mais je veux dire, pour le commun des mortels, quoi, c'est ça que je veux dire. Et en fait, à mon avis, Fabrice Lucchini, c'est vraiment le mec, il a évolué dans un monde un peu hors sol, tu vois, et d'une certaine manière, il a traversé ça comme un doux. Tu sais, il est un peu comme mon pote qui jouait le mari cocufier là, ouais. tu vois, tout à l'heure, parce que il arrive à insuffler une espèce de dose de candeur, tu vois, quand il dit j'aurais adoré être de gauche, mais je peux pas, c'est trop grande, enfin cette fameuse phrase, tu vois, trop grande pression morale d'être de gauche. En fait, si tu veux, ça passe parce qu'il le dit avec une espèce de candeur dans le ton, un côté vraiment quasiment sincèrement désolé, qui fait que en fait tous ceux qui sont dans le signalement de vertu de gauche, c'est-à-dire tous les gens qui sont à la télé, à un moment donné ils tombent le masque, tu vois, ils disent ouais j'avoue putain enculé, tu vois, tu nous as bien dû, tu vois, il y a vraiment ce côté là, quoi. Après je te rejoins sur un truc, c'est qu'en fait c'est vrai qu'on vit pas tous des vies avec la même intensité aussi, et je suis d'accord, il y a en fait moi je me rends compte, il y a des gens, tu te retrouves à la machine à café ou en train de bouffer le midi, enfin moi je me trouve à bouffer avec des gens qui sont très très sympas, hein, c'est pas la question, mais leurs vies sont d'une tristesse platitude. Et d'un vide mais qui est terrifiant. Genre il y en a un l'autre jour, il qui est arrivé il y a pas très longtemps, je lui dis mais tiens c'est quoi tes hobbies et tu commences à dire, et le mec non mais j'ai pas de avant je faisais du sport, non mais genre là maintenant t'as des trucs qui te non pas trop, ça m'arrive de regarder YouTube et puis les dessins animés. J'étais en mode mec t'as 26 ans là qui se raconte tu vois. Et le gars tu es diplômé enculé, range cet animé. Premier degré, le gars m'a dit que son passe-temps c'était en fait de regarder des dessins animés Disney et qu'il trouvait que la Reine des Neiges c'était super, et moi j'étais en mode ok d'accord, et non, si tu veux c'est des gars après hein, c'est les adolescents, c'est terrible. Ils ont le même droit de vote que toi, enculé, s'il y a vraiment besoin de le dire encore. C'est des mecs après quand tu leur racontes que alors moi en général je leur dis pas j'ai donné une conf à tel endroit, tu vois, parce que si je le bon, mais quand tu leur dis le week-end dernier j'étais à tel endroit, ah oui au fait là j'ai fait je suis allé faire de la photo dans une manif machin, c'était un peu chaud, il y a eu du gaz lacrymo, et le mec il te regarde d'un air de dire mais tiens mais qu'est-ce qu'il fait ce mec, il est un taré, tu vois. Putain mais moi je suis en train de vous dire qu'il est placardisé au travail parce qu'en fait il explique toutes ses activités militantes à ses collègues de travail, les normies qui peuvent pas le supporter, et du coup ils lui parlent pas en vrai tu sais que en fait moi j'ai pas l'impression d'avoir une vie enfin tu vois je fais pas mal de trucs, mais j'ai une vie entre guillemets quand même relativement rangée, tu vois, j'ai pas l'impression d'être un SDF qui fait des trucs de malade tous les jours, tout ça. Mais je comprends par le simple écart que je peux avoir avec des gens super rangés, normies, dont la principale activité le soir consiste à allumer Koh-Lanta, que en fait il existe des strates de niveau d'implication dans la vie, et que du coup t'as des mecs qui probablement ont des vies vachement plus bordéliques que les nôtres et qui peuvent avoir les anecdotes d'un Oussama Hamar, en fait, tu vois. Et je comprends que c'est possible. Voilà. Ouais, en fait, si tu veux, c'est très vrai. Et en plus, comment dire, il y a deux manières de pimenter sa vie. Soit c'est par plus d'expérience, soit c'est par des expériences plus intenses. Et tu peux jouer sur les deux tableaux en même temps. Et je pense que tu vois, c'est pas, je te raconte un truc, c'est pas pour me jeter des fleurs du tout ou quoi que ce soit, mais tu vois, j'ai commencé ce podcast en disant j'avais travaillé comme un schlag ces dernières semaines, etc. J'ai fait des semaines à 100 heures, enfin c'était n'importe quoi, enfin à un niveau où je me réveillais la nuit à 4h du mat en disant putain j'ai oublié de faire ça, enfin tu vois, ce genre de truc. Bon, et si tu veux, je pense que des gens qui sont vraiment comme le normie absolu que tu viens de décrire, s'ils devaient vivre cette vie-là pendant une semaine, je pense qu'ils termineraient en se roulant par terre en pleurant. Genre, je pense. Parce que ce n'est pas tenable, c'est-à-dire que moi j'ai une grosse capacité de travail et je suis déjà sur la zone rouge, tu sais, quand le potard te dit faut pas monter plus haut, tu vois. Je suis vraiment dans ce truc-là. Et en fait, moi, qu'est-ce que c'est bon, il y a un peu d'intensité, mais c'est surtout de la quantité de travail. C'est aucune décision que j'ai prise dans ce dernier mois, normalement, doit changer ma vie à tout jamais. En revanche, il y a beaucoup de trucs. Et à l'inverse, tu as des gens qui font peu de choses dans leur vie et c'est que des décisions qui ont vraiment une importance colossale. Et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à jouer très fortement sur les deux tableaux en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses dans leur vie sont très remplies. Et en même temps, c'est que des choses extrêmement impactantes, comme on dit maintenant avec un vocabulaire de fils de pute. Typiquement, tu vois, je pense qu'un mec comme Elon Musk, par exemple, je pense que chaque décision qu'il prend peut lui coûter la vie, tu vois. Et il en prend 4500 par jour, tu vois, grand minimum. Et en fait, ça, c'est vraiment le mec qui est dans le spectre absolu. Et à un moment donné, quand tu multiplies à ce point les activités et que tu as à ce point des tensions nerveuses, morales, humaines, sentimentales qui se mettent en place, c'est évident que ça va générer des anecdotes de fous furieux et qu'en plus, en gros, on va leur dire pourquoi t'as tout le temps des anecdotes, mais parce qu'en fait, ils vivent 50 journées là où toi t'en vis une, tu vois. Il se passe des trucs dans tous les sens. Donc en fait, statistiquement, c'est normal qu'il va se passer un truc un peu mémorable. Et statistiquement aussi, c'est sûr qu'il se passe tellement de trucs que quand ils vont le raconter, ils vont merder un petit peu sur le narratif et du coup, ça va sonner un peu fake pour ceux qui veulent pas comprendre
ça. Mais quand tu vis intensément, quand tu vis intensément sur les deux critères, c'est-à-dire sur la quantité et l'intensité et la grandeur de ce que tu fais, à un moment donné, ouais, il se passe forcément des choses, tu vois. Et il s'agit même pas forcément d'être un grand conquérant ou quoi que ce soit, mais tu vois, un mec comme Oussama Ammar qui voyage à mon avis beaucoup, qui a plein d'interlocuteurs, qui a des business, qui a des procès au cul, qui a tout ce que tu veux. Je pense que le gars, si tu veux, il se passe beaucoup plus de trucs dans sa vie qu'un normie de base qui dit c'est pas vrai, t'as jamais rencontré un yakuza. On s'en fout. Ça se trouve c'est pas un chef yakuza, je sais pas quoi. Ça se trouve c'est un mec qui mentait. Ça se trouve c'était pas au Japon, mais c'était en Indonésie. Le mec, ça se trouve il sait plus lui-même, tu vois. Mais on s'en fout. L'histoire elle est probablement globalement vraie quand même, tu vois. C'est ça que je veux dire. Bah, en fait, le simple fait d'aller à l'étranger déjà génère plein d'histoires qui sont pas possibles en France. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait en France, t'as du réseau internet partout, t'as des systèmes de transport en commun à peu près partout. Bon, ils sont pas toujours efficaces, mais enfin ils existent. Ils sont rarement efficaces. Mais non, mais je veux dire, tu te pointes au fin fond de la Bolivie. À mon avis, déjà, l'internet, bon, faut pas trop compter dessus. Le réseau téléphone, il est probable que ton téléphone capte pas bien, voire pas du tout dans certaines zones. Les transports, globalement, ça existe pas. Et à peu près tout devient insane, en fait. C'est-à-dire que tu veux te déplacer d'un village à un autre village. En fait, il n'y a pas de transport en commun, en fait. Donc, tu dois faire du stop, monter dans une bagnole. Tu sais pas si le mec est sympa ou pas. Enfin, il y a des fois, à mon avis, c'était vite compliqué. Et je te dis ça, même moi, quand j'avais visité, par exemple, la Roumanie, je m'étais retrouvé une fois dans un minibus entre deux villages paumés au fin fond de la Roumanie. Et en fait, globalement, j'avais aucune sorte de certitude que le truc allait m'emmener au bon endroit. Tu vois. C'est-à-dire que j'avais parlé avec les mains avec le mec, mais à part ça, je veux dire, à part sa parole, entre guillemets, j'avais aucune sorte de certitude. C'est-à-dire parole de roumain, c'est vrai que t'étais pas bien barré. C'est-à-dire que c'était, si tu veux, c'était le minibus en fait qui était un truc banalisé, machin. J'avais filé delay au gars et si tu veux, il y avait rien marqué sur les vitres et globalement le truc il s'arrêtait parce que t'avais un type qui tapait sur la fenêtre et c'était comme ça que ça s'arrêtait, tu vois, le machin. Putain, la méthode communiste pour arrêter un bus, quoi, c'est terrible. Enfin, post-communiste, quoi. Mais en vrai, quand t'arrives dans ce genre de truc, forcément, bien sûr que enfin, moi j'imagine qu'un mec comme Oussama Ammar, il doit vivre ça peut-être 3 fois par mois, 5 fois par mois, j'en sais rien. Oui, forcément que t'accumules des anecdotes de fou. Je pense qu'encore plus que ça, mais tu vois, il y a aussi, parce que là t'as raconté un peu la galère d'en bas, mais t'as aussi l'anecdote qui vient d'en haut. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un restaurant un peu hype parce que t'as été invité par un pote et tu te retournes à la table d'à côté, t'as Donald Trump qui est en train de manger avec Xi Jinping. Tu vois. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, à un moment donné, t'as Xi Jinping qui veut se griller une clope et t'as Donald Trump qui trouve plus son briquet, il se tourne vers toi et dit Do you have a lighter, tu vois. Et en fait, ça te fait une anecdote de fou à raconter. Bon, je sais pas si et là t'as Oussama qui sort son truc et qui fait oui, hello, I am half Lebanese, machin, et hop, ça y est, c'est parti. C'est ça, ouais. Tu vois, en fait, moi je pense que c'est ça que les gens comprennent pas. C'est qu'en fait, quand tu fais des trucs de ta vie elle devient vraiment incroyable. Alors évidemment, peut-être pas au niveau où tu vas manger avec le président américain, ça, je sais pas, je peux pas te le garantir. Par contre, que tu vas avoir plein de trucs à raconter et que à la fin de ta semaine, t'auras l'impression d'en avoir vécu 3 ou 4. Moi, tu sais, on peut peut-être raconter ça à nos auditeurs. Tu sais, toutes les semaines, on se fait, toi et moi, un petit récap de nos semaines respectives pour se tenir un peu au courant de ce qui se passe. Et on se fait ça. Ça s'appelle le What Have You Done This Week. Voilà, petite référence que nos auditeurs auront. Et si tu veux, le truc, c'est que moi, quand je fais l'espèce de liste de tout ce que j'ai fait cette semaine, mais je me dis, mais attends, c'est que lundi ou mardi que j'ai fait ça. Mais attends, mais putain, j'ai l'impression que c'était il y a un mois que le truc, il est dans le rétro, il est à 200 km dans le rétro, tu vois. Il s'est passé 10 trucs, j'ai rencontré 50 personnes entre temps, j'ai eu plein de galères, j'ai surmonté tel truc, machin, il y a trop de questions qui ont émergé. Et en fait, c'est juste déjà à mon petit niveau, tu vois. Alors, imagine si t'opères à des niveaux stratosphériques, tu vois. La vie est un théâtre et tu peux voir 50 pièces en même temps, il n'y a pas de problème de ce côté-là, tu vois. Reboucler sur notre sujet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un genre théâtral qu'on n'aurait pas abordé qui t'inspirerait une dernière bafouille, mon cher Hussard? Il y a un truc dont on n'a quand même pas parlé, alors que c'est un gros sujet dans le théâtre, mais peut-être que t'es trop convenu pour qu'on l'aborde. C'est en gros le succès phénoménal de théâtre et l'essor des théâtres au 19e siècle, parce que c'est vraiment l'époque où on bascule justement d'un théâtre d'ancien régime qui est relativement réservé à. Faut archi nuancer ce que je dis là, mais globalement il est archi contrôlé par l'État, archi réservé à une élite très aristocratique, etc. Et puis il y a un théâtre qui est beaucoup plus gouailleur, populaire, où il y a des carrières qui se font et qui se défont au théâtre, où le théâtre est un vrai enjeu de pouvoir, etc. Au 19e siècle, notamment dans le premier 19e siècle, mais pas que. Et puis où t'as des personnages comme Victor Hugo qui écrivent, t'en as comme Flaubert qui essaye mais ça marche pas, t'en as qui font des carrières incroyables qu'on a complètement oubliées aujourd'hui. T'as des actrices qui sont les maîtresses voilà. T'as des actrices qui sont la maîtresse de Napoléon III. Enfin, il se passe des trucs de zinzin comme ça. Il y a aussi tout ce côté très vivant du théâtre et ce côté très puissant du théâtre qui nous semble un peu dépassé aujourd'hui parce qu'en fait le théâtre de l'époque correspondrait au cinéma d'aujourd'hui, tu vois, et au grand cinéma. Peut-être même aux influenceurs YouTube d'aujourd'hui. Ouais, sur certains. Oui, parce que en fait. Parce que les carrières comme ça, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, j'en ai cité moi quelques-uns des acteurs qui, à mon sens, sont des acteurs de premier plan. Quand j'ai
parler de Paul Dalides, de Villermoz, de Laurent Deutsch, enfin voilà, bon. Mais en vrai, ok, nous on connaît, je pense que les auditeurs qui nous suivent connaissent, mais il y a plein de gens en France qui en ont jamais entendu parler, qui sont jamais allés les voir, et c'est très parisien en fait quelque part là aussi. Tout à fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, tu sais, aujourd'hui, on a cette vision du théâtre où on se tait poliment, si tu rigoles et t'applaudis, etc. Mais finalement, tu vas pas alpaguer un comédien qui fait du théâtre, tu vois. Ouais, un comédien exactement sur scène. Alors que au 19e siècle, huer, lancer des tomates, cracher, commenter, lancer une satire politique, se battre avec le mec du siège de devant, mettre une levrette à une meuf, enfin tout est possible pendant une séance de théâtre. Il y a vraiment strictement aucune limite là-dessus et aucune décence. Et parfois ça vire au pugilat, parfois il y avait. Ceci dit, on n'a pas parlé du spectateur dans les pièces de théâtre. Est-ce que tu te souviens de ces nombreux gars qui soupiraient ou qui se raclaient la gorge pendant des longs monologues de pièces de théâtre classiques? Est-ce que t'as pas eu des envies de meurtre dans ces moments-là? C'est genre le moment où t'arrives sur un passage un peu épique, tu vois, genre je sentis tout mon corps étransir et brûler. Et là t'as et tu te dis mais c'est pas possible, mais ferme-la. Et t'as aussi le gars qui connaît la pièce par cœur ou qui a ramené le bouquin et qui lit le. Je sais pas si t'as déjà eu cette expérience. Non, le fou du bus, moi, si tu veux, je les attire pas, enfin à part toi. Mais si, non. Mais globalement, non, globalement, un truc qui est vrai, c'est qu'en fait, j'ai jamais réussi à détester au théâtre les gens qui font ça, parce qu'en fait, Dieu m'a bien fait et j'ai une quantité de haine limitée, et donc en fait, toute ma haine était déjà tournée vers la malédiction que j'ai, c'est que bon, tu me connais, je suis assez grand, et en fait, quand je vais au théâtre, déjà mes dans le siège de devant. Ouais, mais je nous tape dans le siège de devant, et qu'est-ce qu'il y a dans le siège de devant? Un mec qui trouve le moyen d'être encore plus grand que moi. Donc en fait, si tu veux, c'est une malédiction. Je te jure, statistiquement, c'est toujours ce qui se passe. Il y a toujours un fils de pute qui me cache 30% du champ de vision, grand minimum. Et tu sais, les 30% du milieu, parce que c'est sa tête, tu vois, sa bonne tête d'enculé, là, que j'ai envie de faire sauter, là, tu vois, avec un coup de coupe, là, tu vois. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui a été très très difficile pour moi à supporter. Par contre, au cinéma, oh putain, la boumeuse qui va au cinéma, c'est la prof de français jeune retraitée qui va voir, tu sais, l'adaptation de Illusion perdue ou du conte de Monte Cristo. Enculée. Elle rigole dès qu'il y a une blague. Elle commence à rigoler. Tu sais, il y a une petite, tu vois, une petite punchline drôlatique. Et elle lâche un espèce de rire tonitruant. J'en fais tomber mon cornet de popcorn à 12,90€ si tu veux. Et en fait, si tu veux, j'ai une envie de réduire sa retraite définitivement. En fait, c'est ce que je veux dire. En fait, pour me rendre les fruits de mon travail. Tu vois. Et ça, c'est terrible. Voilà. Peut-être que c'est la dernière bafouille de ce podcast. Vous êtes un boomer, restez chez vous. Voilà. Ceci dit, dans le monde du théâtre, des boomers qui se font les pièces et qui en plus ont toujours cette espèce de prétention très, très marquée. Enfin, en fait, tu sais, c'est, je sais pas si tu revois dans les trucs de Bourdieu, tu avais une sorte de carte à un moment qui traînait sur capital culturel versus capital financier. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment les petits instits qui sont arrivés. Petite bourgeoisie culturelle, en fait. Au début de la retraite, ils ont 61 ans, ils sont tout juste retraités depuis 6 mois, et en fait, ils ont l'impression de détenir le savoir universel en matière de littérature, de théâtre et tout ce que tu veux. Et tu sens qu'ils sont prêts à se lancer dans un cours de théâtre à tout instant. Tu vois. Et donc, oui, ça. Ils sont fatigants, putain, ils sont usants. En fait, parce que là, tu les as décrits, les gens n'ont pas l'image, mais moi, en fait, si tu veux, je visualise parfaitement le phénotype sociologique que tu viens de décrire. Tu vois. Tu vois, les cheveux grisonnants, les petites lunettes rondes, avec une couleur un peu fruitée, mais tu sais, un truc un rouge cerise, tu vois, un truc un peu bizarre. Elles ont ces chaussures, les meufs, elles ont ces chaussures là, tu sais, espèce de chaussures en peau là, tu sais, avec une espèce de languette par dessus. J'appelle ça les chaussures de Gargamel. Je connais pas le vrai nom de ce truc, mais moi j'appelle ça les chaussures de Gargamel. Et elles ont ça, et les mecs, ils ont des sandales avec des chaussettes dedans. Putain, est-ce que c'est pas passible d'au moins 6 mois de prison, tu vois, au goulag, tu vois. Et en fait, il m'énerve. Il y a encore un autre type de gars. Alors, je sais pas si eux tu les as croisés. Moi, je les ai beaucoup croisés dans tout ce qui est justement plutôt festival de théâtre. C'est plutôt on va dire le peuple de gauche. Et oh putain. Si tu veux, c'est un espèce de mélange. T'as tout depuis le hippie de 29 ans qui se dit que peut-être dans 3 ans il se mettra à bosser, jusque au néo-boomer un peu 68 art, tu vois, qui doit avoir 74 ans et qui quand même, tu vois, on n'est pas sur Terre pour souffrir, tu vois.
vois, moi je me suis pris une petite bière, machin, et sont tous insupportables. Et alors, en fait, ils ont cette espèce de décontraction absolue. C'est-à-dire que toi, t'es là pour regarder une pièce. Ils ont pas de tenue. Ouais. Et eux, en fait, ils s'en foutent, tu vois. Ils ont ramené leur chien, ils sont en Sarwell, il y a le type à côté qui est en train de leur parler, ils sont en train de fumer un bédo, ils picolent leur bière et tout, et ils sont là, ils font ouais, mais attends, si tu veux, on en reparle, machin. Et t'es là, en fait, il se passe un truc sur scène là. Tu peux juste te taire et écouter, et me laisser écouter aussi si c'est possible. Et en fait, c'est insupportable. Les gars ne veulent pas écouter. Et alors, il y a un truc très particulier dans les festivals. Mais alors, attends, parce que je suis obligé de t'interrompre. Parce que ça, c'est l'ambiance que tu avais précisément dans les théâtres au 19e siècle. Tu vois, ça, c'est vraiment l'ambiance du mec qui. Tu sais, ils sont en train de. T'as dans un coin de la pièce, t'as Balzac qui discute avec son éditeur. À côté, t'as une meuf qui est en train de négocier le prix de la passe avec un riche marchand. Encore un peu plus loin, t'as un jeune auteur qui vient prendre des notes. Encore un peu plus loin, t'as un ministre qui est en train de regarder la pièce avec sa femme. Enfin, et les gens s'engueulent, ils s'alpaguent d'une loge à l'autre, etc. Les entractes, ça peut virer au duel. Parfois, la pièce, elle termine même pas parce que la scène est envahie. On crache dessus, on lance des trucs et tout, ce que tu vois un peu dans l'illusion perdue d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, ça, c'est peut-être que quelque part, ils sont les héritiers de ce manque de respect. Voilà, de ce manque de respect absolument flagrant. Je sais pas après. De cette irrévérence du 19e. Ouais, non, mais j'aime bien cette théorie et donc je la crois vraie. Par contre. Parce qu'elle m'arrange, donc elle est vraie. Par contre, j'ai un pro tip quand même pour les gens qui nous écoutent. Si vous allez dans des festivals comme ça, si vous en avez marre, enfin, vous en faites 2-3 des spectacles comme ça, il n'y a pas de problème. Vous en avez marre, vous voulez voir un spectacle sans être perturbé, vous prenez n'importe quel spectacle qui est payant. Ça compte, c'est tout pareil. Putain, ça coûte 2 euros, ça coûte 5 euros, ça coûte 10 euros. C'est pas le problème. En fait, à partir du moment où c'est payant, ces mecs-là ne se pointent jamais. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que t'as le festival. Mais la boumeuse prof de théâtre va venir. Elle viendra parce qu'elle a une putain de carte UGC, tu sais, qu'elle a acheté, ou une carte théâtre de Paris ou je sais pas quoi. Ou, non, elle a surtout la gratuité senior, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi. Et en fait, elle vient et elle est insupportable. Oh putain, elle est insupportable. Oh là là, allez, stop. Et puis, surtout, en fait, moi, le pire truc de cette espèce de boumeuse, c'est le moment à la fin où elle débriefe le truc. Ça, c'est le moment où moi, je peux pas. Tu vois, c'est-à-dire, tu sais ce moment où toi, t'as vu quelque chose, tu restes un petit peu, t'es là, tu fais ah ouais, c'était quand même poétique la fin et tout. Mais t'es contemplatif, tu planes, t'as trouvé ça sympa. Et là, t'as quelqu'un. Ouais, alors, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, tu vois, mais par contre, le jeu d'acteur, à la 14e minute, moi, j'ai quand même senti qu'il y avait des incertitudes sur la manière dont il fallait se positionner sur scène, et ça m'a un peu bloqué, tu vois. Et t'as envie de dire, mais écoute, juste garde tes idées, va débriefer avec ta pote si tu veux, mais juste laisse-nous profiter, tu vois. On plane un petit peu, on était sur un nuage, c'était sympa. Donne-moi tes idées, on les met dans le sac poubelle, on les jette dehors comme ça, puis on te met avec, et puis après on peut discuter tranquillement comme ça, tu vois, les grandes personnes peuvent discuter. Bon, écoute, c'est un sujet. C'est un sujet tellement riche. En vrai, on pourrait faire un épisode 2. Ouais, on pourrait faire un épisode 2. Ouais. C'est vrai qu'on s'est beaucoup marré. Si vous en voulez un, demandez-le en commentaire, et puis on étudiera la possibilité, même si bon, on a déjà plein de sujets qui sont déjà à l'étude, mais tout est possible. Et n'hésitez pas aussi à rappeler à Moss qu'il doit écrire une pièce de théâtre, parce que ça c'est un sujet qu'on avait abordé il y a longtemps. Tu croyais que j'allais oublier, mais non, je sais. Mais tu sais qu'il faut que j'arrive à trouver au moins une demi-heure par jour. C'est dur, c'est pas possible. Bah tu vois, au lieu de parler au golem ultime là qui regarde ces animés là, ces animés Disney, bah tu rédiges le prochain, le prochain banger théâtral. Rigole autant que tu veux, fâchez-vous si vous voulez, hein, mais fâchez-vous comme vous voulez. Mais par contre, en fait, non, mais tu sais que c'est un truc socialement giga mal vu en fait. Tu vas pas aller bouffer avec tes collègues de bureau, de fait carrément. Enfin, j'ai été salarié, ouais, je sais. Tu connais, tu vois, je veux dire, tu te. Ouais, moi je m'en foutais, hein. Je veux dire, ils pouvaient me détester, j'en avais rien à foutre. Je mangeais avec eux une fois par semaine max. J'ai une légère capacité à m'en foutre, mais si tu veux, c'est quand même compliqué de toujours être absent au moment où ça se passe et d'être là bizarrement en train de clapoter sur un ordinateur pour taper une pièce de théâtre ou je sais pas quoi, tu vois. Donc compliqué. Ouais, Ceci dit, ce qui n'est pas compliqué, c'est de précommander les 2 livres de Roger Scruton, car ça parle du beau. Roger Scruton. Et donc ça c'est important. Et non, en vrai, dans les sujets qu'on a abordés, etc. Enfin, on va peut-être vous faire un podcast assez sympa depuis un pays étranger. Voilà. Alors, je tease le truc. Je n'en dis pas plus. Ce sera pas le prochain podcast. Non. Déjà, ça je le dis aux gens. Voilà, ça sert à rien de me dire la semaine prochaine. Hey, comment ça se fait que non, ok. Mais on a quelque chose d'assez exceptionnel qui est dans le pipe et il est très très avancé dans le pipe.
hype. Donc là, je pense qu'on peut à peu près dire que sauf catastrophe majeure, ça va se faire et vous allez être ravis. Mais bien sûr, et pour ça, il faut le mériter, il faut être sage, donc il faut s'abonner, activer la cloche, acheter plein de bouquins à la JBR, acheter de la bonne littérature, soutenir les bonnes initiatives, aller voir Roger Scruton. Enfin voilà, vous connaissez tout. On va pas vous le refaire à chaque fois. Et voilà. On va vous le refaire à chaque fois, mais pas trop longtemps. Écoute, je crois qu'on peut leur dire du coup à la semaine prochaine et allez voir le théâtre que vous pouvez si vous avez des opportunités. C'est pas toujours très cher d'ailleurs. Hein, on l'a pas dit, mais il y a des théâtres où il y a des astuces de fou furieux. Enfin moi, la Comédie Française, j'avais pas mal de fois réussi à choper, tu sais, les places un peu poulaillées, pas chères là, dernière minute. Ouais. Franchement, vous êtes étudiant, vous avez pas beaucoup de thunes, vous pouvez en fait. C'est pas un truc. Voilà. Il y a un truc aussi qui s'appelle Billet Réduit qui est vachement bien. On n'est pas sponsor, mais moi je vous le dis honnêtement, c'est plutôt un bon plan. Alors par contre, s'il y a des spectacles qui tous les jours sont disponibles à moins 50%, c'est peut-être pour des bonnes raisons aussi en fait. Voilà, je dis ça. Oui, c'est ça. Posez-vous des questions, effectivement, c'est pas facile. De toute façon, en fait, quand t'es étudiant, t'as tellement de possibilités, et après il y a toujours moyen de moyenner pour la cure, d'aller voir quand même des très belles choses, même de l'opéra, des comme ça, parce que ça, on aurait pu en parler aussi, mais on fait un épisode 2 et on parlera d'opéra. Voilà. Très bien. Bon, à la semaine prochaine, tout le monde.